Au printemps 1994, le monde est stupéfié par les images du déchaînement de fureur et de violence qui s'est emparé du Rwanda, un petit pays au cœur de la région des Grands Lacs africains et dont la superficie avoisine à peine un tiers de celle de la Suisse. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, jamais le continent noir n'avait connu une catastrophe humaine d'une telle ampleur. La responsabilité de la France dans ces événements est souvent discutée. Ce qui est moins discuté en revanche, c'est l'implication d'autres puissances et d'acteurs insoupçonnés qui ont su jouer leurs cartes dans l'écriture de l'histoire du continent noir. À l'étranger, les troupes politico-militaires en Afrique et notamment au Rwanda où les affrontements se sont poursuivis aujourd'hui. Tout commence le 1er octobre 1990 lorsque le Front patriotique rwandais, mouvement politico-militaire composé d'exilés Tutsis vivant en Ouganda, envahit le Rwanda au moment où le chef de l'État rwandais, M. Juvenal Habyarimana, est en visite de travail aux États-Unis. Juvenal Habyarimana est alors le président en exercice du Rwanda. Son rival est Paul Kagame, le chef de la rébellion Tutsi. Il a été formé à l'école de guerre américaine de Fort Leavenworth au Kansas. Le président ougandais, Yoweri Museveni, est son parrain. Il entretient alors des relations privilégiées avec Israël, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Kagame n'aurait jamais pris le pouvoir si un Museveni n'avait pas été derrière et un Museveni complètement aidé par les Américains et les Britanniques. Because remember, at the time there were these Renaissance leaders, and the Renaissance leaders were Museveni. Paul Kagame was deemed by the U.S. State Department, the leaders of the United States foreign policy apparatus, as Renaissance leaders. Le président rwandais Juvenal Habyarimana est quant à lui soutenu par la France. Les deux pays ont signé de multiples accords de coopération depuis 1963, une relation qui a le don d'agacer Paul Kagame. Dans notre cas particulier, la France est responsable d'avoir trop soutenu le gouvernement que nous combattons et qui a créé les problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Les rebelles Tutsis avaient parfaitement compris comment fonctionnait la politique internationale, puisque plutôt que d'essayer de convaincre les États, notamment occidentaux, ils ont préféré, avant même le premier coup de feu, de faire du lobbying auprès des associations de droits de l'homme, auprès d'un certain nombre d'ONG, pour les convaincre qu'ils étaient, avant même le premier coup de feu, je souligne, qu'ils étaient victimes d'un génocide. Le mot génocide est employé dès le début. En janvier 1993, une coalition d'ONG présente un rapport qui accuse le président Habyarimana et la France de mener une politique de génocide à l'encontre de la minorité Tutsi. Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même. Et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi, et nous insistons beaucoup sur ces mots. Dans cette histoire, de construction d'histoire truquée, il y a d'abord, donc avant le premier coup de feu, il y a déjà un travail très intéressant d'installer les Tutsis comme les bons et les autres comme méchants. Et effectivement, le méchant suprême, c'est le président Habyarimana. Jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité. Et j'insiste beaucoup. Nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Dans toute cette histoire-là, rôle très très important d'une association française qui s'appelle Survie, présidée par Jean Carbonard. Et il faut reconnaître à Jean Carbonard que c'est un véritable pro de la propagande. Parce qu'il installe
sur la deuxième chaîne publique en France que la France, dès 1993, a tout à se reprocher et qu'elle s'est mal conduite. Lorsque Jean Carbonard de l'association Survie présente le rapport de la commission d'enquête, il omet de mentionner qu'il entretient alors d'étroites relations avec le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, comme en témoigne cette lettre publiée par le journaliste Charles Onana dans son livre « La France dans la terreur rwandaise ». La lettre est rédigée par Pasteur Bizimungu, le président du Rwanda, après la victoire du FPR. Elle invite Jean Carbonard à poursuivre sa coopération avec le nouveau gouvernement rwandais. Les relations amicales qui unissent le porte-parole de la commission d'enquête Jean Carbonard et le FPR jettent le doute sur le travail des ONG, qui semble consister davantage à jeter de l'huile sur le feu. Pour désamorcer la crise, des pourparlers sont initiés. Ils aboutissent à la signature des accords d'Arusha le 4 août 1993. Ces accords prévoient le partage du pouvoir entre les belligérants dans un gouvernement d'union nationale et de transition, ainsi que l'organisation d'élections dans les mois qui suivent. Moi, la seule chose que j'ai vue de très près, c'est Arusha, lorsque j'y suis allé en juin 1993, c'est l'omniprésence de la déléguée américaine, Mme Joyce Leader, qui était numéro 2 de l'ambassade US à Kigali, qui était extrêmement présente auprès de la délégation du FPR. Je dirais même, pour simplifier les choses, qu'elle coachait le FPR. Les accords d'Arusha étaient des accords qui étaient très déséquilibrés. Ils ont considérablement renforcé le FPR et affaibli le régime du président Habyarimana. Ces accords ont d'une certaine manière ouvert la route à une prise de pouvoir effective du FPR au Rwanda. Sans arrêt, le FPR a montré qu'il était prêt à parler, obtenant des concessions et puis rompant, recommençant à négocier, rompant. Et donc toute l'histoire des accords d'Arusha, où ils avaient déjà obtenu, avant même la conquête du pouvoir, alors que les Tutsis étaient moins de 15% de la population, ils avaient déjà réussi à obtenir la moitié du pouvoir. Mais en réalité, le FPR ne voulait pas la moitié du pouvoir, le FPR voulait la totalité du pouvoir. Donc la façon dont que Kagame a trouvé, elle était évidemment très très efficace, c'est-à-dire, c'est tout simplement de tuer son prédécesseur. En Afrique, 2 chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Les 3 membres d'équipage français sont morts eux aussi. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda. Le 7 avril au matin, ma femme m'a appelé, je n'étais pas ici, j'étais à Haute-Vienne à ce moment-là. Ma femme m'a appelé en me disant « Ils ont abattu l'avion du président ». J'ai mesuré immédiatement le drame qui était roulé. Je ne me suis posé aucune question. Qui étaient les auteurs? Je savais que c'était le FPR. Et simplement, je me suis dit, mais ils sont fous. Ils sont fous parce qu'ils vont déclencher l'apocalypse. Les associations vont gommer aussi l'attentat, qui, pourtant, tout le monde reconnaît une chose, c'est que c'est le facteur déclenchant du génocide. Mais gommer. Mais, pour moi, il est évident que Kagame est à l'origine de cet attentat pour les raisons stratégiques ou tactiques que j'ai indiquées précédemment. D'ailleurs, il l'a reconnu devant la BBC, puisqu'il y a un journaliste qui l'a interrogé, qui l'a poussé un petit peu dans le retranchement, et Kagame a dit très clairement que c'était un acte légitime, puisque c'était un acte de guerre pour abattre le chef de l'ennemi, et qu'il n'avait pas à en rougir. Donc, en gros, donc ça me conforte dans mon opinion. You didn't have a right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to assassinate him? No, but of course, Habyarimana, having been on the other side that I was fighting, it was possible that he could easily die. Imagine if I had died myself in the same process. Would the same judge be asking about my death, about who killed me? But so I'm saying this is a situation where there was a war. Le seul possible grain de sable, c'est l'attentat. C'est qui est le commanditaire de l'attentat. Comme l'a dit Carla Del Ponte, s'il s'avérait que c'était Kagame, ça changerait toute l'histoire. Et de façon mécanique,
ça détruirait le logiciel actuel. Le fait qui m'a toujours empêché de partir d'un côté ou de l'autre, c'est que si c'était Kagame qui avait descendu l'avion, c'était Kagame le premier responsable du génocide des Hutus sur les Tutsis. Parce que s'il a fait ça, il l'a fait à propos, n'est-ce pas? Et moi, je trouvais ça vraiment une chose, vous savez, diabolique. Mais naturellement, le diable existe. Donc, on ne sait jamais. Le problème dans l'histoire officielle de la tragédie rwandaise est qu'on a très vite écrit l'histoire avant de réfléchir. Donc, dans le dossier de Rwanda, tout point de vue dissident est très vite vilipendé et son auteur calomnié. Certains faiseurs d'opinion n'hésitent pas à se comporter comme des agents de police au service du pouvoir Tutsi de Rwanda ou de la cause ethnique Tutsi, au point qu'on n'hésite plus aujourd'hui à faire une analogie entre les événements du Rwanda et la Shoah. I'll have the privilege of moderating a discussion that includes two individuals who have done extraordinary work in combating genocide throughout the world, as Paul Kagame is credited for putting an end to the genocide in Rwanda in 1994, and of course, Elie Wiesel is the living embodiment of the 6 million martyrs of the Holocaust. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la version relayée en France, notamment par Survie, vous êtes négationniste, révisionniste, et à partir du moment où vous avez dit ces termes, on suggère que vous êtes antisémite. Le rôle géopolitique de Paul Kagame s'est précisé au fil des années. Il est un acteur important des stratégies anglo-américaines et israéliennes en Afrique centrale. C'est pour cette raison que les crimes de FPR dans la région sont occultés au nom du génocide des Tutsis. Right. I think the French were there because of its relationship, because of the French relationship with the Rwandan government, who did not have a relationship with the Rwandan government were the Western powers other than France, the United States, who were interested in regime change, because the United States policy was regime change. Il faut revoir toute cette période-là avec Washington à un degré qu'on ne connaît pas complètement aujourd'hui, mais qu'on connaîtra un jour, qui est, à mon avis, d'un degré important, où c'est un changement de la géopolitique, un changement fondamental. Je dirais, pour commencer, il faut tenir compte du fait que c'était au lendemain de la chute du mur de Berlin, que l'ordre du monde avait changé, que le gendarme de l'Afrique, qui était la France, qui préservait l'Afrique pour le monde occidental, n'avait plus la même utilité, n'avait plus la même légitimité aux yeux de certains à la corne orientale de l'Afrique, et que d'autres, ou les mêmes, ont souhaité rentrer au riche Congo voisin par la porte du Rwanda. Et pour ce faire, il fallait faire sauter les Français et le président Habyarimana, qui était allié des Français, pour pouvoir s'attribuer les richesses du Kivu et du Congo. C'est une guerre qui a commencé en 1990, qui continue aujourd'hui. C'est une affaire d'actualité. Les affaires du M23, le démembrement de la République du Congo actuelle, qui est toujours, semble-t-il, à l'ordre du jour dans l'esprit de certains, les affaires du Kivu, les 6 millions de morts, semble-t-il, qu'il y a eu au Congo voisin depuis 1990, tout ça pour un peu de coltan, un peu d'étain, un peu d'or, un peu de diamant, un peu de je ne sais quelle matière première. Voilà, il n'y a pas de guerre sans motif économique. Les motifs économiques de la guerre du Rwanda n'étaient pas au Rwanda, ils étaient au Congo. Et les Rwandais ont payé très cher la richesse de leurs voisins. Tout d'abord, je tiens à dire que je n'accuse pas la France ou qui que ce soit. Ce sont les faits historiques qui mettent en lumière l'implication et la responsabilité que certaines personnes peuvent avoir dans la tragédie qui a touché notre pays. Alors, depuis, Paul Kagame est allé un peu plus loin, je vous le disais, dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Il accuse les soldats français non seulement de complicité de génocide, mais également d'être les auteurs de massacres. Benjamin Rutabana, comment vous comprenez aujourd'hui cette sortie de Paul Kagame à la veille de ces commémorations ? Écoutez,
Paul Kagame, tel que je le connais, c'est quelqu'un d'imprévisible. Il peut y avoir un élément qui l'a choqué ces derniers jours et qui l'a poussé à réagir sur la colère. Ça, je ne sais pas vraiment parce que... Ronnie Broman, vous, comment vous interprétez ces propos de Paul Kagame, alors que la relation entre Paris et Kigali semblait plutôt s'apaiser après les propos de Nicolas Sarkozy en 2010, qui avait parlé d'erreurs d'appréciation de la part de la France dans ce génocide. Pourquoi soudainement revenir sur la responsabilité de la France à la veille de ces commémorations ? Revenir sur la responsabilité de la France, c'est une chose. Accuser la France de participation directe au génocide en est une autre. Qu'on revienne sur la responsabilité de la France, moi d'ailleurs je suis là pour ça, je pense que nous sommes tous là pour ça, et elles existent, ces responsabilités, elles sont incontestables. Ce qui est infamant, ce qui est ignoble, c'est de sortir comme ça, d'on ne sait où, une accusation aussi directe, aussi précise, qui consiste à accuser les soldats français d'avoir participé directement au génocide, c'est-à-dire d'être co-auteurs de ce génocide. Il y a des gens en France qui se font en effet depuis un certain temps, l'écho de ces thèses. Moi, il me semble que c'est d'abord pour Paul Kagame une sorte de diversion. Dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait quelques réserves sur le caractère démocratique de Paul Kagame, quelqu'un qui n'est pas plutôt autoritaire. Enfin, c'était ce qu'on en retenait. Non, Paul Kagame est un tyran sanguinaire qui assassine, enferme impitoyablement ses opposants, encore y compris à l'étranger. Il en a fait assassiner au Kenya, en Afrique du Sud, encore, en tout cas des soupçons. Non, c'est plus que des soupçons. Encore tout récemment, regardez le Congo et la manière dont il a agressé, a saccagé et dont il continue par l'intermédiaire de milices à terroriser et à piller ce pays. Il faut considérer Kagame pour ce qu'il est, c'est-à-dire un des criminels les plus sanglants de l'Afrique contemporaine. Alors, évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Depuis quelque temps, le génocide qui lui servait de paravent, puisqu'il s'en proclamait en quelque sorte le porte-parole des victimes, aujourd'hui, cet effet commence à s'estomper, commence à se dissiper. Les critiques viennent des sanctions, des accusations de l'étranger. Les États-Unis, qui étaient son plus actif soutien, son plus ardent soutien, commencent à le condamner. Alors, je pense qu'il fait simplement une opération de diversion, vous dites. Jean-François Dupaquier, vous pensez comme Ronnie Broman que c'est une opération de diversion, ou vous pensez que la responsabilité de la France, ça va au-delà, c'est-à-dire l'opération turquoise, les soldats français sur le terrain ont participé activement au génocide? Est-ce que c'est une accusation qui tient la route, ou c'est une opération de diversion, comme le dit Ronnie Broman? Tout à l'heure, vous parliez du sens à donner à ces déclarations et surtout à l'audience qu'elles ont trouvée. Il me semble qu'il y a une surinterprétation de ces déclarations parce que Paul Kagame dit la même chose depuis 20 ans. Il faut se rappeler qu'en 2004, lors de la 10e commémoration du génocide, il y avait Renaud Muselier qui était secrétaire d'État français dans les tribunes à Kigali. Paul Kagame a dit exactement la même chose. Alors, ça n'a pas fait plaisir à Renaud Muselier, mais ça n'a pas fait un incident diplomatique. Moi, je vois une volonté à Paris de mettre en relief une déclaration qui est somme toute relativement courante chez Paul Kagame, encore une fois qui n'est pas du tout nouvelle. Et je ne vois pas l'intérêt de faire cette mise en scène belliqueuse vis-à-vis de Paul Kagame. Alors, tout à l'heure, on nous disait que ces déclarations sont scandaleuses, abjectes même. J'ai entendu M. Roman dire abject, mais M. Roman trouve normal de dire que Paul Kagame est un des criminels les plus sanglants de l'Afrique contemporaine. Moi, c'est ça que je trouve abject. Mais je peux le prouver. C'est la différence. C'est-à-dire, Ronnie Broman? C'est-à-dire que, par exemple, au cours de l'année 1994, il y a eu en gros 1 million de victimes, la grande majorité de celles-ci étant des Tutsis, visées par un génocide dont je pense ici nul ne contestera l'existence. Mais il y a eu des dizaines, voire des centaines de milliers de Hutus qui sont morts également, morts dans des dommages collatéraux, mais morts aussi d'agressions, d'actes de terreur, commis à la fois par le pouvoir radical, le Hutu Power radical, et par les forces du FPR. Ensuite, et avant déjà, il faut se souvenir qu'entre 1990 et 1994, il y avait plus d'1 million
de réfugiés et de déplacés au Rwanda. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'allais au Rwanda en tant que président de Médecins sans frontières. C'est que nous avions de grosses équipes là-bas, compte tenu de l'état de guerre qui régnait dans ce pays. Eh bien, dès que le FPR opérait une avancée, la terreur régnait, des gens fuyaient. Et s'ils fuyaient, c'est bien parce que des violences extrêmes étaient commises. Quant au bilan... Mais est-ce que vous défendez la thèse du double génocide? Non, parce que c'est ça, voilà, parce qu'il y en a qui défendent la thèse du double génocide aussi. Pas. Il y a d'un côté un programme d'extermination, de l'autre des massacres. Et je pense que la différence est importante à gagner. Cela étant, pour les victimes, ça ne fait pas une grande différence. Et du point de vue quantitatif, les morts se comptent, les morts que l'on peut imputer au FPR et à Paul Kagame, donc son chef, se comptent par centaines de milliers si on regroupe le Rwanda et le Congo. Ça en fait, de fait, un criminel qui peut s'égaler, disons, au président du Soudan, qui est sans doute son grand concurrent de ce point de vue-là actuellement. Général Jean-Claude Lafourcade, il faudrait quand même vous entendre, parce que finalement c'était vous qui dirigiez cette opération turquoise, qui s'est déployée sur le terrain au mois de juin. Qu'est-ce que vous répondez aux accusations de Paul Kagame, qui va quand même très loin aujourd'hui, il ne parle même plus de complicité, il dit que les soldats français ont été les auteurs de massacres. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, vous qui avez commandé ces soldats sur le terrain? Ça va plus loin que ça, c'est pas simplement des massacres, c'est... Quand j'entends M. Dupaquet qui cautionne les soldats français génocidaires, est-ce que vous savez ce que ça veut dire génocidaire, M. Dupaquet? Est-ce que vous savez pour les familles qu'est-ce que ça veut dire de ces soldats? Attendez, vous avez trouvé ce mot, général? Bon, les écrits. Acteur du génocide, ça veut dire génocidaire. C'est ce que vient de prononcer M. Kagame, je suis désolé. Attendez, et c'est grave, c'est très grave. Ne mélangeons pas tout. Vous venez quand même de cautionner un peu le truc. Hein, bon. C'est très grave. C'est une radicalisation des esprits en France pour parler d'un sujet qui est grave. On ne peut pas dire n'importe quoi, ni M. Broman, ni le général Lafourcade. C'est inacceptable et injuste pour les soldats français. Les soldats français, la communauté internationale a surveillé cette opération. Il y avait 300 journalistes, un journaliste pour 10 soldats. Il y avait des organisations humanitaires un peu partout. Il y avait les observateurs de l'ONU à la fin de l'opération et des médias ont rendu compte de cette opération en disant que finalement, elle avait sauvé des vies. Elle avait permis de maintenir 4 millions de personnes de Rwandais à l'intérieur du Rwanda, alors que si on n'avait pas été là, devant l'avancée du FPR, ils seraient partis au Zaïre. Et on voit ce que ça aurait donné quand on voit ce qui s'est passé à Goma. Donc aujourd'hui, si vous voulez accuser les soldats français d'être des génocidaires, c'est inacceptable. Mais alors la question quand même que je voudrais vous répondre, Général, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, c'est ce que disent certains en tout cas, que la France a armé et entraîné des Hutus? Il y avait un accord bilatéral entre la France et le Rwanda, donc ceci peut s'expliquer, mais qu'il y a quand même eu des signaux d'alerte avant. Je pense à la radio d'Émile Colline qui émettait, vous y étiez, Ronnie Broman à ce moment-là, qui émettait depuis longtemps des appels donc déjà au meurtre. On disait que les Tutsis étaient des cafards, qu'il y avait quand même un programme génocidaire. Est-ce que la France a participé, a armé, entraîné des hommes, sachant qu'ils allaient commettre un génocide? La France avait une assistance militaire avec le Rwanda, qui à l'époque, le gouvernement légitime Hutu du Rwanda, qui à l'époque avait été attaqué, assailli par une rébellion venant d'Ouganda, avec des soldats en uniforme ougandais. La France a joué ces accords d'assistance militaire. Si elle ne l'avait pas fait, tous les autres pays d'Afrique avec qui nous avons des accords d'assistance militaire auraient dit « la France ne tient pas sa parole ». Donc le président Mitterrand, à l'époque, a mis en œuvre ces accords d'assistance militaire qui sont traduits par des soutiens logistiques, des soutiens d'état-major, des formations de cadres, mais pas du tout de formations de... En 90, le président Mitterrand va faire son fameux discours de la Baule. Il va privilégier une nouvelle... En tout cas, il y aura une certaine réorientation de la politique française en Afrique en fonction des enjeux démocratiques. C'est-à-dire le président Mitterrand avait clairement fait comprendre aux chefs d'État africains que la France allait soutenir des États qui allaient s'ouvrir au processus démocratique. Et juste après, il y a eu la vague de conférences nationales dans les pays africains qui vont ouvrir la voie à la démocratisation de certains États. Mais c'est aussi en 90 que le FPR de Kagame va commencer sa guerre au Rwanda, le 1er octobre 1990. Et quand la guerre est déclenchée en provenance de l'Ouganda contre le Rwanda, la France s'interpose. La France et le Zaïre vont s'interposer. Et les Français, les troupes zaïroises, et aussi belges, mais qui jouaient un double jeu, qui sont intervenus soi-disant pour soutenir le régime du président Habyarimana, mais qui en sous-main soutenaient le FPR. Et donc les Français s'en sont rendus compte
et ils vont dévancer les Belges, ils vont repousser les troupes de Kagame jusqu'en Ouganda d'où ils étaient partis. Et ce détail est très important parce que Kagame, à partir de cet instant, va développer une certaine haine, c'est une certaine hostilité envers la France, parce que la France venait de s'interposer, venait de barrer la route à un projet non seulement rwandais, mais surtout américain, puisqu'il y avait les Américains et les Britanniques derrière les troupes de Kagame qui ont envahi le Rwanda en 1990. Et durant cette période-là, parce qu'on a souvent dit que la France a soutenu le président Habyarimana, c'est vrai, mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que la France a exercé d'énormes pressions sur le président Habyarimana pour qu'il s'ouvre au processus de démocratisation. Et la France a également exercé d'énormes pressions sur le président Mobutu du Zaïre, qui était l'allié du président Habyarimana. Et donc, ce que les Français n'ont pas compris, c'est que en exerçant une forte pression sur ces deux alliés, ces deux chefs d'État, les Français faisaient l'affaire des Américains qui brandissaient le drapeau de la démocratie comme la France, mais qui en sous-main visaient plutôt à redéfinir la carte géopolitique de toute la région des Grands Lacs. Et donc, lorsque la France décide de ne pas fournir des armes commandées par l'armée rwandaise pour faire face au FPR, ça fait l'affaire des Américains. Et dans un cadre diplomatique, les Américains se félicitent du rôle des Français en mettant la pression sur le président Habyarimana et sur le président Mobutu. Or, les Français, eux, comme je l'ai dit, eux, avaient en tête la démocratisation du Rwanda, l'ouverture démocratique, que ce soit au Rwanda ou au Zaïre. Et les Américains disaient aux Français, on vous soutient, effectivement, il faut la démocratisation du Rwanda et du Zaïre, mais en sous-main, soutenez l'autre camp qui envahissait et qui avait envahi le Rwanda et qui terrorisait les populations civiles. Ce sont des détails importants parce que très souvent, on a présenté la France comme étant responsable du génocide pour avoir soutenu des génocidaires. Bon, comme l'a dit Charles, le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a jamais été capable de prouver la planification du génocide, mais on brandit toujours ce qualificatif de génocide pour décrire les Hutus. Et dans cette guerre, je me rappelle quand j'ai parlé au colonel Robardet, il m'avait dit notre intervention était bonne, mais sur le plan de la communication, nous avons été d'une nullité incroyable. Et c'est vrai, parce que si on veut comprendre l'histoire du génocide, il faut garder la forte campagne de désinformation, de propagande menée par Paul Kagame, qui était soutenu par les Américains. Et il a appris tout ça de ses maîtres américains. Et il dira d'ailleurs, il a dit, nous avons fait les choses d'une nouvelle manière. Donc nous avons gagné la guerre de l'information et nous l'avons conduit mieux que quiconque. Et dans ce dossier, les Français n'ont vu que du feu. Mais le président Mitterrand n'était pas naïf non plus, parce qu'il avait compris qu'il y avait une certaine implication américaine. Et quand il l'a compris, il a, en tout cas au niveau du Zaïre, parce qu'il faut rappeler un détail important, c'est que la guerre qui commence au Rwanda en 1990 ne vise pas le Rwanda. Elle vise le Zaïre du président Mobutu, qui était aussi très proche de la France. Et donc, le Rwanda ne servait que de tremplin à une campagne militaire d'envergure que je vais aborder bientôt. Et donc, le président Mitterrand comprend cela, et le président Mitterrand décide quand même de soutenir le président Habyarimana en lui demandant de s'ouvrir au processus de démocratisation. Et je pense que ça a été l'erreur des décideurs français. Parce que quand vous analysez le dossier rwandais durant cette époque, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que les politiques et les militaires n'avaient pas les mêmes vues sur la situation. Les militaires qui étaient sur le terrain avaient clairement compris que derrière le FPR de Kagame, il y avait les Américains, il y avait les Anglo-Saxons, en tout cas les Américains, les Britanniques. Or, les politiques étaient un peu, entre guillemets, séduits par le discours propagandiste du FPR qui présentait ses adversaires comme étant des génocidaires. Et cette propagande, appuyée par la presse française, belge et américaine, avait eu raison d'eux. Donc, ce qui fait que quand les militaires faisaient des rapports, les politiques français ne prenaient pas vraiment en compte ces rapports. Ils pensaient que les militaires étaient simplement farouchement anti-Kagame et tout, et rien de plus. Or, les militaires avaient vu juste. Et donc, quand les Américains mènent cette guerre-là contre le Rwanda par Kagame interposé, l'une des stratégies consistera à utiliser les Nations Unies. Et c'est là où entre en scène le général Roméo Dallaire.
Et le général Roméo Dallaire a été recommandé par le général Maurice Baril, qui était au département du maintien de la paix. Or, le général Maurice Baril, qui est canadien aussi, est un proche du Pentagone. Donc le général Dallaire va permettre à Kagame de prendre le pouvoir, clairement, et quand vous lisez les rapports de fin de mission d'un officier du Bangladesh, il dit clairement que nous, les militaires du Bangladesh, en arrivant au Rwanda, nous ne savions pas que nous étions venus ici pour permettre au FPR de prendre le pouvoir. Et cela, on n'a jamais relevé cela. Et on a occulté complètement le rôle des États-Unis dans ce dossier. Et pour nous, la guerre des Grands Lacs, c'est avant tout une guerre de puissance. La France a été défaite. Et quand la France a été défaite au Rwanda, le prochain objectif, c'était le Zaïre. Parce qu'une fois que Kagame a été installé au pouvoir, on a commencé à planifier maintenant la guerre au Zaïre. Et donc les militaires américains, les forces spéciales, vont former les troupes de Kagame pour leur future mission au Zaïre. Et la guerre du Zaïre va débuter en 1996, en octobre 1996. Donc on va présenter cette guerre-là comme une rébellion des Congolais qui combattent la dictature du président Mobutu, alors qu'il s'agissait en réalité d'une expédition américaine. Pourquoi je parle d'expédition américaine? Parce qu'il y avait des forces spéciales américaines sur le terrain. Et encore une fois, les Français s'en sont rendus compte. Et aujourd'hui, on sait que le président Chirac avait déployé des hommes sur le terrain pour s'interposer, pour en tout cas barrer la route aux troupes de Kagame qui étaient soutenues par les forces spéciales américaines. Et si on en croit en tout cas le témoignage de l'enquête de Pierre Péan, il paraîtrait que Bill Clinton a personnellement appelé Jacques Chirac pour lui dire de retirer ses hommes du terrain. Et c'est comme ça que la France a été défaite dans la région du Grand Lac. Et à partir de ce moment, une nouvelle donne s'est installée dans la région. Parce qu'au Rwanda, on a Kagame, on a l'anglais. Et celui qui arrive au pouvoir au Zaïre, c'est un ancien opposant qu'on est allé chercher pour chasser Mobutu. Et quand lui, il arrive au pouvoir, il refuse d'exécuter la feuille de route que ses maîtres lui avaient imposée. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont l'éliminer. Et une nouvelle guerre va commencer en RDC. Et cette guerre, c'est la guerre qui se poursuit jusqu'à présent, une guerre de basse intensité qui a fait, au moins selon les Nations Unies, près de 6 millions de morts. 6 millions, et ça n'intéresse personne, on n'en parle pas. Et quand on en parle, c'est pour nous dire que voilà, cette guerre-là tire ses origines de la présence des génocidaires Hutus rwandais à l'est du Zaïre. Alors qu'en réalité, en 1996, quand les troupes rwandaises décident d'envahir l'est du Zaïre, épaulées par les forces spéciales américaines, elles massacrent systématiquement hommes, femmes, vieillards, enfants. Et une partie de ce qu'on a appelé, entre guillemets, les génocidaires. Et ce massacre va s'accomplir avec l'assistance des avions espions américains qui photographiaient les réfugiés et envoyaient ces photos au sol aux troupes de Kagame qui, après, se livraient au massacre systématique des civils. C'est très important de le dire. Et l'armée rwandaise va s'installer à l'est du Zaïre pendant de très longues années. Que de chasser les génocidaires, l'armée rwandaise va se livrer au pillage des ressources minières du Zaïre pour le compte des grandes multinationales. En 2001, un rapport des Nations Unies disait clairement que rien qu'en cobalt, on avait 6 millions de dollars qui sortaient par jour du Zaïre, rien qu'en cobalt. Et je ne parle pas du coltan que vous connaissez, vous avez entendu parler du coltan qu'on utilise pour la fabrication de tout ce qui est téléphone, tout ce qui est électronique, ou même dans l'industrie militaire. Et donc, tout cela, c'est pour dire comme Charles que cette guerre avait des objectifs économiques. Et comme l'a dit d'ailleurs le colonel Robardé dans un documentaire, il n'existe pas de guerre sans motif économique. Et les motifs économiques de la guerre du Rwanda ne se trouvaient pas au Rwanda, mais ils se trouvaient au Congo. Et les Rwandais ont payé très cher les richesses de leurs voisins. Mais ce qui frappe quand même aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la position française dans ce grand jeu géopolitique dans la région, c'est qu'on a vu depuis l'arrivée de Sarkozy en 2007 une réorientation de la politique française dans la région, en Afrique centrale. Et pas seulement en Afrique centrale, mais un peu partout en Afrique. Et même à travers le monde, hein, si je peux dire. Sarkozy se rapprochait des anglo-saxons. Contrairement à ses prédécesseurs, il s'est allié au Rwanda. Je pense que vous avez vu le président Sarkozy aller s'incliner à Kigali
devant le mémorial du génocide. J'avais le mémorial que Kigali utilise pour traumatiser un peu les populations occidentales. Vous savez, on a mélangé des crânes d'humains et de chiens, on a tout mélangé pour montrer que voilà, ce n'est pas pour me moquer des morts rwandaises, hein, des morts rwandais. Il y a eu des morts, il y a des victimes, nous nous inclinons, mais il y a une... c'est pour Kagame, c'est un fonds de commerce. Cette histoire du génocide, c'est un fonds de commerce. Et il l'utilise à chaque fois pour faire taire surtout les Français, à chaque fois qu'on célèbre le génocide. Et donc Sarkozy, en se rapprochant de Kigali, a en même temps mis les bâtons dans les roues de la justice française qui enquêtait sur l'attentat du 6 avril qui est considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Ce dossier de l'attentat en France est très important parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, ce dossier est fondamental pour comprendre aujourd'hui l'orientation de la politique française en Afrique centrale, notamment dans la région des Grands Lacs. 3 Français ont été tués dans cet attentat, comme l'a dit Charles. 3 membres d'équipage français. Il y a eu une instruction judiciaire conduite par le juge antiterroriste français, comment il s'appelle, Jean-Luc Bruguère. Et Jean-Luc Bruguère est arrivé à la conclusion que ce sont les hommes de Kagame qui sont responsables de cet attentat. Il y a eu 9 mandats d'arrêt lancés contre les proches de Kagame. Kagame étant le chef de l'État, on ne peut pas le poursuivre. Mais on a demandé aux Nations Unies d'engager des poursuites contre Kagame, c'est que les Nations Unies n'ont pas fait. Il se fait qu'après Bruguère, le juge Trévidic est arrivé, le juge Trévidic et Pou ont récupéré l'affaire. Or, Bernard Kouchner, qui est arrivé dans les bagages de Sarkozy, avait négocié secrètement avec Paul Kagame pour qu'on trouve un moyen pour court-circuiter la démarche de la justice française. Donc, vous avez, je crois, suivi l'histoire de Rose Kabouye, cette proche de Paul Kagame qui est arrivée ici et qui a été arrêtée, et ce qui a permis à la partie rwandaise d'avoir accès au dossier judiciaire. Et maintenant, le juge Trévidic a dû en quelque sorte reprendre le dossier et l'instruction. Il y a 2 ans, on nous a présenté ce qui s'apparente à un rapport d'expertise technique sur l'attentat, et on a laissé croire que l'attentat aurait été commis aux alentours de Makanombe, parce qu'il y a une polémique sur l'endroit où les tirs de missiles ont été tirés. Ils sont partis en tout cas. Il y a la ferme de Masaka, qui est considérée, que le juge Bruguère avait identifié comme étant le lieu d'où les tirs sont partis. Et juste à côté, il y a un camp militaire de Kanombe où il y avait les extrémistes, les Hutus, les troupes Hutus, les troupes gouvernementales Hutus. Et dans la version officielle, Kagame et ses amis journalistes et autres ont toujours accusé les Hutus d'être les instigateurs de l'attentat. Pourquoi? Parce que, selon les Nations Unies, les responsables de l'attentat sont aussi ceux qui sont, en tout cas les responsables de l'attentat sont les responsables du génocide. Donc si on accusait les Hutus d'avoir commis l'attentat, cela veut dire que ce sont eux les responsables du génocide. Et donc si on accusait Kagame d'être le responsable de l'attentat, cela veut dire que c'est Kagame qu'on présente comme étant le héros de l'histoire rwandaise, celui qui a arrêté le génocide, du coup celui qui sera incriminé dans cette affaire. Et le juge, la procureure Carla Del Ponte l'a clairement dit, s'il s'avère que c'est le FPR qui a battu l'avion, l'histoire du génocide devrait être réécrite. Donc c'est un enjeu très important, cette histoire d'attentat. Alors il se fait qu'en France, les juges Trévidic et Pou, nous ne savons pas s'ils traînent les pieds, mais en tout cas, les émissions politiques dans cette affaire sont très importantes. Et moi, j'ai eu à discuter avec le colonel Patrick Karegeya, qui était le chef des services de renseignement de Paul Kagame, qui a été assassiné en Afrique du Sud en décembre de l'année passée. Et quand je lui ai posé la question sur l'instruction judiciaire française, il m'a dit « les juges français font de la politique ». C'est tout ce qu'il m'a dit. Et j'ai insisté pour dire pourquoi. Il dit, d'abord, ils ne sont jamais venus nous voir. Or, ce sont des témoins importants, puisque c'était l'un d'entre eux. Lui, Patrick Karegeya était le chef des services de renseignement de Kagame. Et le général Kayumba Nyamwasa était le chef d'état-major
de Paul Kagame. Et à l'époque, il était le chef des renseignements militaires. Donc ce sont des gens qui étaient au courant des préparatifs de l'attentat. Or, jusqu'à ce jour, la justice française n'a daigné les entendre. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a une commission rogatoire. On nous a dit que l'Afrique du Sud traînait les pieds, puisqu'ils sont le général Kayumba se trouve en Afrique du Sud actuellement. Mais il s'avère que moi, j'ai entendu certains Rwandais m'ont dit que des deux côtés, on traîne les pieds. C'est-à-dire du côté français et du côté sud-africain. Mais il y a eu un événement qui a eu lieu récemment. C'est qu'il y a eu un témoin qui devrait être écouté par la justice française et qui a été kidnappé au Kenya, peut-être tué. La question qu'on se pose, c'est que pourquoi la France, la justice française n'a pas protégé ce témoin important. Et les médias n'ont pas fait écho de cette affaire. Donc aujourd'hui, on a l'impression, et il faut le dire, ce n'est pas une impression, c'est une réalité, c'est que les Français, en tout cas les autorités politiques françaises aujourd'hui, défendent-elles les intérêts de la France ou des autres puissances? Or, dans le cas de l'Afrique, en tout cas, et notamment de la région des Grands Lacs, ou disons même de l'Afrique centrale, on se rend bien compte que la France, depuis l'arrivée de Sarkozy, puisqu'il faut quand même dire que le président Mitterrand et le président Chirac avaient quand même une certaine autonomie, il y avait une certaine autonomie par rapport aux États-Unis. Ce qui n'est pas le cas de Sarkozy, encore moins de votre président normal. Puisque aujourd'hui, ils s'alignent tous derrière les positions américaines. Et c'est surprenant parce que c'est avant tout quand même, c'est quand même des citoyens français. Donc si la justice française n'est pas capable de rendre justice à des citoyens français, imaginez-vous pour les populations des Grands Lacs. Donc c'est un problème sérieux. Je pense que les Français devraient méditer sur cette affaire parce que ça risque de passer comme une lettre à la poste. On n'en parle presque jamais. Quelle était la position? On n'a rien entendu de la part de Mme Taubira, qui est la ministre de la Justice. Elle devrait se saisir de ce dossier parce qu'un témoin a été assassiné, un témoin qui devrait témoigner, un homme qui devrait témoigner devant la justice française sur une affaire impliquant des morts français. Donc depuis 1994, donc l'arrivée du FPR au pouvoir jusqu'à ce jour, il faut dire que la France est aujourd'hui presque inexistante dans la région des Grands Lacs. Les initiatives françaises, aujourd'hui, on dirait s'alignent sur les positions américaines, sur les desseins américains. Et c'est très triste à dire parce que la France a des intérêts, les Français ont leurs intérêts et qui ne cadrent nécessairement pas avec les intérêts des Américains. Et il faut dire surtout que les Américains ont pris l'habitude de sous-traiter leurs activités en Afrique aujourd'hui en utilisant les Français. On a le cas du Mali, on a le cas de la Centrafrique où les Français n'ont vu que du feu et où on retrouve des troupes rwandaises en affaires, puisque les Français n'étaient même pas au courant que les troupes rwandaises arrivaient en Centrafrique. Et celui qui protège aujourd'hui même la présidente centrafricaine, c'est un membre des services de renseignement rwandais. Donc qui dit Rwanda, dit le maître américain, l'allié britannique et aussi israélien. Donc vous arrivez dans le cas du Mali, quand il y a eu ce coup d'État, on a demandé une certaine intervention. Bon, le Mali, ce n'est pas l'Afrique centrale, mais c'est juste une parenthèse, juste pour vous faire voir aujourd'hui la configuration politique et géopolitique dans la région, dans toute l'Afrique, et la place de la France dans ce grand jeu. Donc la France est inexistante, et non seulement elle est inexistante, mais elle travaille pour des intérêts autres que des intérêts français. Donc, et c'est ce que nous avons depuis 1994. Bon, on espère qu'au moins dans le cas du dossier de l'attentat, les autorités françaises se réveilleront, au moins pour faire éclater la vérité. C'est parce que l'ONU n'a rien fait, le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a rien fait, il n'a jamais poursuivi un seul membre du FPR. Donc c'est comme si dans le dossier rwandais, il n'y avait pas eu de guerre, ou une guerre où il y avait juste un camp, et l'autre camp n'existe pas, et donc c'est le camp de Kagame qu'on ne poursuit pas. Et lorsque Carla Del Ponte a voulu en tout cas a tenté d'ouvrir des enquêtes spéciales sur les crimes du FPR, elle a été écartée du tribunal pénal international pour le Rwanda par les maîtres de Kagame que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne.